faire d'une agriculture conventionnelle quelque chose de respectable pour l'environnement. On ne se passe pas, on va dire, en tant que tel d'intrants, on essaye de les réduire autant que possible pour respecter la faune et la flore. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pieds dans les champs. Aujourd'hui nous sommes chez Jérémy Lachaud à Gy en Haute-Saône. Jérémy va nous parler d'agroécologie toujours et il va nous expliquer comment il met en œuvre la fertilité de ses sols pour une croissance de ses plantes et pour une agriculture plus durable. Tout à l'heure je serai également avec Michael Jeloun, ingénieur de développement de Terrinovia, pour une analyse plus technique. On est parti, suivez-moi. Bonjour Jérémy. Bonjour, bienvenue. Merci de m'accueillir ici sur ton exploitation. Est-ce que déjà tu peux me dire qu'est-ce que tu cultives? Quel est ton système de culture? Oui, alors je suis en céréales intégralement, céréales, oléagineux, protéagineux. Il y a une diversité de culture, est-ce qu'il y a également une diversité de sol? Tout à fait. Alors oui, parce qu'on est quand même sur environ 75 îlots différents, donc ce qui fait quand même beaucoup. C'est assez forcément hétérogène, c'est déjà assez hétérogène dans une même parcelle, ça l'est encore plus quand on est sur 50 km à la ronde. Donc oui, on est majoritairement sur des argilo-calcaires, mais on trouve également des sols sableux, on trouve des sols limoneux, francs, battants. Et justement, quels sont les problèmes que tu as pu rencontrer avec cette diversité de culture, cette diversité de sols sur ton exploitation d'une manière globale? La diversité de culture, elle est plutôt un atout. Nous, les problèmes qu'on rencontre, c'est plutôt des problèmes de résistance. Résistance des insectes par rapport à certaines familles de substances, résistance de certaines herbes. Aujourd'hui, on est dans l'obligation de compter un peu plus sur la plante que sur la chimie, sur les intrants extérieurs, on va dire, de synthèse. Jérémy, pour toi, c'est quoi l'agroécologie et comment tu la mets en œuvre dans ton exploitation? À mon sens, c'est faire d'une agriculture conventionnelle quelque chose de respectable pour l'environnement. On ne se passe pas, on va dire, en tant que tel d'intrants, on essaye de les réduire autant que possible pour respecter la faune et la flore. Tu fais donc que les interventions qui sont strictement nécessaires? C'est ça. Justement, quel est l'effet du travail du sol dont tu as parlé tout à l'heure sur tes cultures? Est-ce que ça donne des résultats? Alors l'effet, j'ai pu l'observer de par des différences de pratiques que j'ai pu mener entre deux îlots de même nature, de même type, sur une même commune. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais une conduite qui était similaire, que ce soit en matière de variété, de traitement phyto. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'un côté fait un travail du sol superficiel et de l'autre côté un travail du sol beaucoup plus profond. Et j'ai pu observer simplement qu'entre les deux configurations, j'ai eu un écart de rendement de 4 quintaux. Voilà. Donc, très vite, j'ai pu observer un état racinaire finalement en post-récolte qui n'était pas si bon que j'aurais pu l'espérer dans la parcelle en travail du sol superficiel. Mais une bonne implantation du colza avec un système racinaire qui se développe rapidement permet au colza d'avoir une implantation robuste et finalement de résister aux attaques d'un ensemble d'insectes qui est le gros problème du colza aujourd'hui. Et donc qui peut, dans certains cas, en ayant un colza assez développé à certains stades, à un stade précis, de s'affranchir d'une intervention, on va dire, chimique. Bonjour Michael. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Comment du coup tu fais pour essayer justement d'implanter tes colzas? C'est vrai que l'objectif c'est quand même d'avoir des très bons enracinements. Je vois que tu as des pivots qui descendent quasiment à presque 20 cm. Tu pourrais m'expliquer un petit peu comment tu fais pour arriver à avoir ce résultat-là? Alors ce résultat, il est dû à un travail de structure, un ensemble de passages de machines, que ce soit des moissonneuses batteuses, des tracteurs, et donc qui viennent compacter durablement les sols. On peut un peu compter, je dirais, sur la vie biologique pour restructurer, mais pas dans une mesure suffisante. Donc par ce biais-là, on est obligé finalement de passer divers outils à disque, outils à dents. Alors principalement là ici, outils à dents avec une descente pouvant aller jusqu'à 20-25 cm. Est-ce que tu fais des différences en fonction de tes types de sol par rapport au travail du sol? Est-ce qu'il y a des parcelles que tu vas labourer ou d'autres plutôt rester au travail à la dent? La différence, je vais plutôt la faire par rapport à l'historique de la parcelle, l'historique en matière de salissement. Plus que par rapport à une question de granulométrie, sol sableux ou limoneux ou argileux. En revanche, le gros dilemme qu'on peut avoir dans ces conditions, c'est de faire de la structure sans faire de motte en surface. L'essentiel est d'avoir un lit de semences suffisamment fin pour avoir une germination et un développement rapide du pied.
Et c'est vrai que là, du coup, on est aussi là pour aborder un peu la fertilité des sols. Et c'est vrai qu'il y a 3 types de fertilité, hein, la physique, la chimique, la biologique. Là, on vient de voir finalement la fertilité physique, finalement l'observation et le travail du sol que tu peux faire. Si on regarde maintenant sur le côté fertilité chimique, est-ce que finalement tu fais des analyses de sol aussi dans tes parcelles? Et puis qu'est-ce que tu observes comme indicateur et est-ce que tu t'en sers pour piloter en fait la nutrition de tes cultures? Tout à fait. J'ai, comme je le disais en préambule, 75 îlots différents. Je fais 15 analyses par an, ce qui fait qu'effectivement je fais une analyse tous les 5 ans en moyenne sur chacune des parcelles. Plus que la valeur absolue, j'essaie surtout de voir l'évolution des taux, parce que encore une fois, on fait ça à un endroit donné, c'est pas homogène sur toute la parcelle, et donc il faut toujours prendre les infos avec des pincettes. Et du coup, est-ce qu'au niveau de ta rotation, tu as aussi l'intégration finalement de cultures qui amènent aussi des matières organiques au sol? Oui, colza et maïs, hein, qui sont celles qui apportent le plus de matière organique en restitution. Concrètement, j'alterne une tête de rotation suivie d'une seconde culture céréalière, ce qui me permet également d'entretenir un bilan qui est plus que satisfaisant. Alors Michael, qu'est-ce que tu penses du système de culture de Jérémy, la façon dont il mène ses cultures? Moi, je trouve très intéressant l'exemple de Jérémy, parce qu'en fait, il y a 2 points pour moi qui m'ont paru très intéressants. Le premier, c'est que finalement, Jérémy apporte un grand soin à la préparation et à l'implantation de ses cultures. C'est vrai que du coup, ça permet de mieux valoriser aussi les ressources du sol. Puis, chose qui est aussi très intéressant, c'est son choix de construction de rotation aussi, où finalement, on a une culture, une tête de rotation, une céréale. Et c'est vrai que ça dénote un petit peu par rapport aux rotations qu'on trouve un peu plus classiquement. Merci beaucoup Michael Merci Stéphanie. de nous avoir suivis chez Jérémy. Merci à tous de nous avoir suivis à Gy, chez Jérémy Lachaud, dans son exploitation en Haute-Saône. N'hésitez pas à liker, à commenter. Peut-être que le témoignage de Jérémy vous donnera envie d'essayer ces pratiques agroécologiques. En attendant, je vous retrouve pour un nouvel épisode des Pieds dans les champs.